Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter du cours sur l'épargne, en bref j'espère. Voilà le plan que nous allons suivre pour ces quelques minutes ensemble. D'abord j'étudierai les différentes formes et l'évolution de l'épargne pour ensuite traiter des déterminants économiques et sociologiques de l'épargne. Alors voilà, première partie, les différentes formes et l'évolution de l'épargne. Je vais commencer par quelques notions de base de microéconomie et de macroéconomie avant de passer à la suite. D'abord, pour une définition de l'épargne dans une vision microéconomique, vous vous rappellerez de la fonction revenu est égal à consommation plus épargne. Ce qui signifie que l'épargne représente pour un agent économique la part du revenu qui n'est pas destinée à la consommation. Donc elle est constituée par la différence entre le revenu brut disponible et la consommation finale. Tandis que si on observe sous l'angle macroéconomique, au niveau du pays, l'épargne nationale, c'est la somme de l'épargne de tous les agents économiques, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les administrations. Voilà pour ce bref rappel. En ce qui concerne les différentes formes de l'épargne, on va en noter ensemble trois. L'épargne financière, non financière et la thésaurisation. L'épargne financière, c'est la capacité de financement des ménages. C'est tout l'argent que vous ne consommez pas, que vous allez placer à la banque, qui va vous rapporter de l'argent ou non. Et c'est aussi l'ensemble de ce qu'on appelle à la banque des placements financiers, c'est-à-dire des titres sous la forme d'actions, d'obligations ou encore de SICAV. L'épargne non financière, quant à elle, là je vous ai mis une jolie photo d'immeuble, c'est, comme on l'a vu ensemble, les achats immobiliers des ménages, par exemple. Mais il s'agit également des investissements des entreprises dans la constitution de leur patrimoine, donc aussi bien des placements immobiliers que les achats de biens d'équipement, de machines, ce genre de choses. Cela constitue à la fois un investissement et de l'épargne, puisque ça constitue le patrimoine de l'entreprise. La thésaurisation, enfin, ce sont les avoirs sous forme liquide que les ménages ou les entreprises vont conserver, entre guillemets, chez elles. C'est-à-dire tous ces avoirs qui ne circulent pas dans le circuit économique. Voilà. En ce qui concerne un point sur l'évolution de l'épargne maintenant, on va constater que l'épargne est relativement haute en France, de l'ordre de 15 à 16%, le taux d'épargne. Il était un petit peu plus fort dans les années 80, à hauteur de 18% environ. Et si on observe l'évolution de l'épargne, on constate que l'épargne non financière, dans les années 80 et jusqu'à la presque fin des années 2000, l'épargne non financière augmente. Il est toujours intéressant d'épargner en investissant dans l'immobilier en France. C'est pour ça qu'on constate cette évolution. On a une confiance importante dans la pierre, vous savez. On constate également dans les années 80 et jusqu'à l'an 2000 que les placements financiers, donc cette forme particulière d'épargne financière, les placements financiers vont se diversifier, c'est-à-dire que les banques vont proposer différents types de placements et vont multiplier les placements. En 2008, 2009 et ensuite, c'est la crise financière et ses contre-coups. On constate que on fait beaucoup moins confiance aux placements financiers, donc on va réduire la voilure sur ce point-là, et on va augmenter l'épargne financière de précaution, c'est-à-dire au détriment de la consommation des ménages. On va donc placer notre épargne financièrement dans des produits qui rapportent moins, mais qui sont plus sécures. Voilà pour les différentes formes et l'évolution de l'épargne. Deuxième partie de ce cours, maintenant, les déterminants économiques et sociologiques de l'épargne. D'abord, nous examinerons les déterminants économiques, on en verra trois, les revenus, les taux d'intérêt et la fiscalité.
Et on s'attardera ensuite sur les déterminants sociologiques en examinant le revenu permanent et le cycle de vie de Modigliani. Tout d'abord, les déterminants économiques. Le principal déterminant économique pour Keynes, c'est le revenu. Voilà pourquoi j'ai mis déterminant principal de l'épargne. Le revenu courant pour Keynes, c'est le revenu actuel, le revenu présent. On va voir que ça va être contesté par un autre économiste qui s'appelle Milton Friedman dans un deuxième temps. Donc pour lui, plus votre revenu est élevé, plus vous avez une faculté ou une facilité à épargner. Le taux d'intérêt, ensuite, c'est la rémunération de l'épargne, le taux d'intérêt, c'est-à-dire la somme d'argent que vous gagnez lorsque vous placez votre argent dans tel ou tel produit d'épargne. On dit que plus il est élevé, plus il est donc intéressant d'utiliser cette épargne financière, donc plus elle va être importante. Keynes ne croit pas que les taux d'intérêt soient un déterminant de l'épargne. Lui pense que les taux d'intérêt vont plutôt orienter la personne entre la thésaurisation et l'épargne non financière. C'est-à-dire, si les taux d'intérêt sont élevés, on va avoir plus envie d'épargner sous une forme non financière et moins envie de thésauriser. Et enfin, troisième déterminant économique, les mesures fiscales. Donc ce sont toutes les incitations fiscales qui peuvent déterminer les ménages à épargner. Donc vous avez les exonérations fiscales, les dégrèvements fiscaux. Vous avez aussi tout ce qui tourne autour de l'assurance vie, de l'épargne salariale ou des dégrèvements d'impôts pour l'acquisition de certains biens immobiliers. Donc les mesures fiscales peuvent être incitatives et donc viser tel ou tel agent économique à épargner davantage. Dernier temps de cette étude, les déterminants sociologiques de l'épargne. Nous allons étudier le revenu permanent. Le revenu permanent, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, c'est une critique que Milton Friedman oppose à la théorie keynésienne sur la constitution de l'épargne. Friedman pensait que Keynes avait tort de dire que c'est le revenu qui est le déterminant de l'épargne, le revenu présent. Lui parle de revenu permanent en expliquant que les ménages ont un revenu dans le temps présent, mais qu'ils anticipent un revenu futur. Et ils anticipent également le changement de ce revenu. Et c'est l'addition de la réalité présente et du futur anticipé qui constitue le revenu permanent et qui va être véritablement le déterminant de l'épargne. C'est-à-dire que si le pays est en situation de crise, par exemple, crise économique, c'est pas parce qu'il y a un dégrèvement d'impôts, par exemple, que les ménages vont plus consommer, parce que ils anticipent le futur et ils savent que leur revenu permanent ne va pas augmenter. Voilà pourquoi Friedman trouve sa théorie beaucoup plus fine que celle de Keynes. Friedman, c'est un économiste américain qui est mort il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, de l'école économique de Chicago, c'est-à-dire un défenseur fervent du libéralisme. Deuxième temps, la théorie du cycle de vie de Modigliani. C'est une théorie qui a été développée à peu près en même temps que la théorie du revenu permanent de Friedman, c'est-à-dire à la fin des années 50, au début des années 60. Si on l'observe un petit peu plus près, la théorie du cycle de vie, c'est tout simplement de dire que pendant de l'entrée de notre vie active jusqu'au moment de notre retraite, vous voyez cette courbe qui monte ici, on épargne de plus en plus. On a un pic de patrimoine au moment de notre retraite, et à partir de ce moment-là, puisqu'on a beaucoup moins de revenus, vous savez, les pensions de retraite sont bien moins importantes que les revenus du travail, eh bien, on consomme cette épargne. Donc, on désépargne, on consomme l'épargne pour maintenir notre niveau de vie. Voilà ce que je voulais vous signifier sur ce cours sur l'épargne. J'espère que tout cela a été éclairant et je vous souhaite bonne révision.